Qui est le coupable? Un corps est découvert dans un jacuzzi de marbre. L'eau est rouge. Et l'homme qui flotte dedans est l'un des plus riches du pays. Mais ce n'est pas un accident, c'est un meurtre. Et le tueur n'a laissé aucune trace. Nous sommes à Neuilly-sur-Seine, dans une villa de 3 millions d'euros. 8 chambres, un cinéma privé, une cave à vin, une piscine intérieure. Le luxe absolu. C'est ici que vivait Raphaël Moncler, 54 ans, homme d'affaires, PDG d'une chaîne d'hôtels de prestige. Un homme puissant, admiré, craint. Un homme qui avait tout. Sauf que ce matin du 22 octobre, sa femme de ménage le découvre mort, flottant dans le jacuzzi de sa suite parentale. Une plaie profonde à l'arrière du crâne. Du sang partout et aucun signe d'effraction. La police technique et scientifique arrive sur les lieux. Le capitaine Moreau, enquêteur chevronné, examine la scène. Tout est en ordre. Pas de lutte apparente. Pas de fenêtres brisées. Pas de porte forcée. Le système d'alarme sophistiqué n'a pas été déclenché. Les caméras de surveillance extérieure n'ont enregistré aucune intrusion. Comme si le tueur était entré par magie. Ou comme si le tueur était déjà à l'intérieur. L'autopsie révèle que Raphaël est mort entre minuit et 2 heures du matin. Un coup violent à la tête avec un objet contondant. Probablement le lourd vase en cristal retrouvé brisé au bord du jacuzzi. Traces de sang dessus, empreinte digitale effacée. Quelqu'un a pris le temps de nettoyer. Quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Les enquêteurs dressent la liste des personnes qui avaient accès à la maison. Et très vite, ils se concentrent sur 5 suspects. 5 personnes qui connaissaient les codes d'alarme. 5 personnes qui avaient des raisons d'en vouloir à Raphaël Moncler. La première, c'est Audrey, sa femme. 42 ans, ancienne mannequin, visage parfait, corps sculpté. Elle a épousé Raphaël il y a 15 ans. Un mariage de conte de fées. Du moins en apparence. Parce que derrière les photos Instagram et les dîners mondains, leur couple battait de l'aile. Raphaël la trompait, régulièrement, avec des employés, des clientes, des conquêtes d'un soir. Audrey le savait. Elle fermait les yeux depuis des années. Mais il y a 3 mois, elle a découvert quelque chose qui a tout changé. Raphaël avait une maîtresse fixe. Une femme qu'il voyait depuis 2 ans. Une femme pour qui il envisageait de divorcer. Audrey était furieuse, humiliée, ruinée aussi. Parce que leur contrat de mariage stipulait qu'en cas de divorce pour adultère, elle ne touchait presque rien. Mais en cas de décès, elle héritait de tout. 50 millions d'euros, la maison, les hôtels, tout. Les enquêteurs la convoquent. Elle pleure, dit qu'elle l'aimait malgré tout, qu'elle n'aurait jamais pu lui faire ça. Elle affirme avoir dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là, comme souvent ces derniers temps. Elle n'a rien entendu, rien vu. Mais tu vas voir, rien n'est aussi simple qu'il n'est paraît. Parce que les analyses toxicologiques révèlent que Raphaël avait du somnifère dans le sang. Une forte dose. Quelqu'un voulait qu'il dorme profondément. Et dans la cuisine, les policiers trouvent une boîte de somnifères au nom d'Audrey. Ensuite, il y a Julien, le fils de Raphaël. 28 ans, étudiant éternel, incapable de garder un emploi. Un garçon instable, imprévisible, colérique. La relation avec son père était explosive. Raphaël le trouvait faible, inutile. Il lui reprochait de dilapider son argent en fêtes, en voitures de luxe, en voyage. Il menaçait de le déshériter. Il lui avait coupé les vivres il y a 6 mois. Julien vivait sur ses économies, qui s'épuisaient rapidement. Il devait de l'argent à des gens peu recommandables, des dealers, des créanciers violents. Il avait besoin de cash, vite, et avec la mort de son père, il touchait sa part d'héritage, 15 millions. De quoi tout rembourser, de quoi recommencer. Mais Julien nie. Il dit qu'il n'était pas à la maison cette nuit-là, qu'il était en boîte de nuit avec des amis. Les vidéos de surveillance de la boîte confirment sa présence jusqu'à 1 heure du matin. Mais après, personne ne peut dire où il était. Et la maison n'est qu'à 20 minutes de route. Le 3e suspect, c'est Mathias, le frère cadet de Raphaël. 50 ans, tout aussi riche, tout aussi ambitieux, mais moins chanceux, moins brillant. Toujours dans l'ombre de son frère aîné. Mathias travaillait dans le groupe hôtelier, mais Raphaël le traitait comme un subalterne. Il prenait toutes les décisions sans le consulter. Il le rabaissait en réunion. Il lui faisait sentir qu'il n'était là que par charité.
Mathias bouillonnait de ressentiment. Et il y a 1 mois, une violente dispute a éclaté entre eux. Raphaël voulait restructurer l'entreprise, vendre plusieurs hôtels, licencier du personnel. Mathias s'y opposait, mais Raphaël a imposé sa décision. Pire encore, les enquêteurs découvrent qu'un nouveau testament était en préparation. Un testament qui excluait Mathias de la succession de l'entreprise. Raphaël voulait tout léguer à son fils et à sa femme. Mathias n'aurait rien. Mais avec la mort de Raphaël avant la signature du Nouveau Testament, l'ancien reste valable. Et dans l'ancien, Mathias hérite de 30% de l'empire hôtelier, soit environ 20 millions d'euros. Mathias prétend qu'il était chez lui, seul, en train de travailler sur des dossiers. Aucun alibi, aucun témoin. Puis il y a Léa, la maîtresse secrète. 35 ans, directrice marketing dans l'une des filiales du groupe. Belle, intelligente, manipulatrice. Elle et Raphaël avec une liaison depuis 2 ans. Raphaël lui avait promis de quitter Audrey, de l'épouser, de lui offrir la vie dont elle rêvait. Mais les semaines passaient et rien ne changeait. Léa commençait à douter. Elle faisait pression. Elle menaçait de tout révéler. Et puis il y a 10 jours, Raphaël lui a annoncé que c'était fini, qu'il ne quitterait jamais Audrey, qu'elle devait passer à autre chose. Léa était dévastée, mais aussi furieuse. Elle avait sacrifié 2 ans de sa vie pour cet homme. Elle voulait une compensation. Elle exigeait de l'argent. 2 millions d'euros pour son silence. Raphaël avait refusé. Il avait même menacé de la faire virer. Les enquêteurs fouillent son téléphone. Des messages haineux envoyés à Raphaël la veille du meurtre. « Tu vas regretter. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. » Léa dit que c'était juste de la colère, des mots en l'air. Elle affirme qu'elle était chez elle cette nuit-là, endormie. Mais personne ne peut le confirmer. Et dans sa voiture, les policiers trouvent des traces de boue, la même boue que celle du jardin de la villa. Et enfin, il y a Nora, la femme de ménage, 53 ans, discrète, effacée, invisible. Elle travaille pour la famille Moncler depuis 12 ans. Elle connaît tous leurs secrets. Elle a vu toutes leurs disputes. Elle sait tout. Et justement, c'est peut-être ce qui pose problème. Parce que Nora a un fils, Karim, 23 ans. Un garçon brillant qui voulait faire des études d'ingénieur. Mais il y a 5 ans, il a eu un accident. Un accident causé par Raphaël. Raphaël conduisait en état d'ivresse. Il a renversé Karim qui traversait sur un passage piéton. Karim a survécu, mais il est resté handicapé. Il ne peut plus marcher sans bruquette. Raphaël a étouffé l'affaire. Il a payé des médecins, des avocats, des témoins. Il n'a jamais été poursuivi. Et pour acheter le silence de Nora, il l'a gardé comme employé. Il lui versait un salaire confortable. Mais Nora n'a jamais pardonné. Elle haïssait cet homme. Elle le regardait vivre dans son luxe obscène, pendant que son fils souffrait. Les enquêteurs l'interrogent. Elle avoue sa haine. Elle dit qu'elle aurait voulu le voir mort depuis des années. Mais elle jure qu'elle n'a rien fait. Elle était rentrée chez elle à 20h, comme tous les soirs. Son fils confirme. Mais Nora a toujours les clés de la maison. Elle connaît le code d'alarme. Elle aurait pu revenir. Et elle indiquait qu'à 3 mois qu'elle devait venir. Les enquêteurs reconstituent la soirée du meurtre. À 20h, Nora quitte la villa. À 21h, Raphaël dîne seul dans la cuisine. Audrey est dans sa chambre. Julien est en boîte de nuit. À 22h30, Raphaël prend un whisky dans son bureau. Les caméras intérieures le montrent. Il semble détendu, normal. À 23h15, il monte dans sa suite. Il se déshabille. Il remplit le jacuzzi. À 23h40, il s'immerge dans l'eau boulante. Et après, plus rien. Les caméras de cette zone sont éteintes. Raphaël est désactivé toujours dans sa suite pour préserver son intimité. Entre minuit et 2h du matin, quelqu'un est entré dans cette suite. Quelqu'un qui connaissait la maison, qui savait que les caméras étaient éteintes, qui avait accès au code. Quelqu'un a frappé Raphaël à la tête pendant qu'il était dans le jacuzzi. Il a coulé. Il s'est noyé dans son propre sang. Et pourtant, un détail va tout changer. Les techniciens analysent le système d'alarme et ils découvrent quelque chose d'étrange. L'alarme a été désactivée à minuit 37, réactivée à 1h12. 35 minutes. Quelqu'un est entré dans ce laps de temps. Mais pour désactiver l'alarme, il faut un code. Et les logs du système révèlent que le code utilisé était celui de Mathias, le frère. Mathias est convoqué. Il nie. Il dit que c'est impossible, qu'il n'était pas là, qu'on lui tend un piège. Mais les enquêteurs insistent. Ils lui montrent les logs,
son code, à cette heure précise. Mathias commence à transpirer. Et puis il craque. Il avoue qu'il était bien là, qu'il est venu voir Raphaël cette nuit-là, qu'il voulait lui parler du testament, le supplier de ne pas le déshériter. Il est entré avec son code, il est monté à l'étage. Il a trouvé la porte de la suite entr'ouverte. Il a entendu du bruit, de l'eau qui clapote, et puis un silence étrange. Il a poussé la porte. Il a vu Raphaël dans le jacuzzi, immobile, flottant, mort. Il a paniqué. Il est parti. Il a réactivé l'alarme. Il ne voulait pas être mêlé à ça. Mais les enquêteurs ne le croient pas. Parce que s'il est arrivé après le meurtre, comment expliquer que le vase en cristal a été brisé après son départ ? Les analyses de la flaque d'eau autour du jacuzzi montrent que le vase est tombé au moins 1 heure après la mort de Raphaël, vers 2 heures du matin, soit 30 minutes après le départ de Mathias. Un indice oublié pourrait bien tout révéler. Les policiers fouillent les enregistrements des caméras extérieures et ils remarquent quelque chose. À 2h15, une voiture quitte discrètement la propriété, une BMW noire. Ils zooment sur la plaque. C'est la voiture de Léa, la maîtresse. Léa est arrêtée. Au début, elle nie. Puis, confrontée aux images, elle s'effondre. Elle avoue qu'elle était là, qu'elle est venue après minuit, qu'elle voulait parler à Raphaël une dernière fois. Elle a utilisé le code qu'elle connaissait, celui que Raphaël lui avait donné des mois auparavant, pour qu'elle puisse venir en cachette. Elle est montée, elle l'a trouvé dans le jacuzzi, mort, comme Mathias. Elle a paniqué. Elle a vu le vase en cristal posé au bord, elle l'a attrapé pensant que c'était l'arme du crime. Ses empreintes étaient dessus. Elle allait être accusée. Alors elle l'a nettoyé. Puis elle l'a laissé tomber pour que ça ressemble à un accident. Et elle est partie. Alors, si Mathias et Léa sont arrivés après le meurtre, qui a tué Raphaël ? Les enquêteurs retournent à la base. Ils réexaminent tout. Les somnifères, le code d'alarme, les traces de boue, les alibis. Et ils comprennent. Ils ont interrogé les mauvaises personnes. Ou plutôt, ils ont posé les mauvaises questions. Parce qu'il y a quelqu'un qu'ils ont négligé. Quelqu'un qui était dans la maison cette nuit-là. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de code d'alarme. Quelqu'un qui vivait là. Audrey. Les policiers retournent la voir. Cette fois, ils sont plus insistants. Ils lui demandent pourquoi elle a acheté des somnifères. Elle dit que c'était pour elle, qu'elle souffrait d'insomnie. Mais les enquêteurs ont analysé son ordinateur. Ils ont trouvé des recherches Google. Dose létale de somnifères, comment étouffer un crime en accident, héritage en cas de meurtre du conjoint. Des recherches datant de la semaine précédant le meurtre. Audrey se tait, elle réfléchit. Et puis, lentement, elle sourit. Un sourire froid, calculateur. Elle demande son avocat. Mais avant qu'il arrive, elle dit une phrase. Une seule. Prouvez-le. Et c'est là que tout se complique. Parce que les enquêteurs n'ont aucune preuve formelle. Oui, elle a acheté des somnifères, mais Raphaël aurait pu les prendre lui-même. Oui, elle a fait des recherches suspectes, mais ce n'est pas un crime. Oui, elle hérite de tout, mais ce n'est pas une preuve de culpabilité. Et surtout, elle a un alibi. Elle dormait dans la chambre d'amis. Personne ne l'a vue entrer dans la suite de Raphaël. Aucune empreinte digitale, aucune trace d'ADN suspecte, rien. Sauf que les enquêteurs ne lâchent pas. Ils fouillent encore. Et dans la chambre d'amis, sous le lit, ils trouvent quelque chose. Un gant en latex, taché de sang. Le sang de Raphaël. Audrey a fait une erreur, une seule. Elle a oublié un gant. Elle est arrêtée. Mais même en garde à vue, elle ne dit rien. Elle ne confirme rien. Elle sourit, parce qu'elle sait que même avec ce gant, l'affaire est fragile. Son avocat pourrait plaider la contamination, la mise en scène, le doute raisonnable. Et puis, coup de théâtre. Julien, le fils, se présente au commissariat. Il veut parler. Il dit qu'il ne peut plus se taire. Il avoue qu'il savait, que sa mère lui avait tout dit, qu'elle avait prévu le meurtre depuis des semaines, qu'elle lui avait demandé son aide, qu'il devait créer un alibi en allant en boîte de nuit pendant qu'elle agissait, qu'en échange, il partagerait l'héritage. Julien dit qu'il a refusé de participer directement, mais qu'il n'a rien fait pour l'arrêter. Ils se sont coupables, il veut que ça s'arrête. Avec le témoignage de Julien, les preuves s'accumulent. Audrey finit par être inculpée, mais elle maintient son innocence. Elle dit que son fils ment, qu'il veut tout l'héritage pour lui-même,
qu'il a tué son père et qu'il essaye de la piéger. Alors voilà où on en est. Un homme mort dans son jacuzzi, 5 suspects, des alibis qui s'effroutent, des mensonges qui s'accumulent, une mère accusée de son fils, un frère qui a découvert le corps, une maîtresse qui a nettoyé la scène du crime, une femme de ménage rongée par la vengeance et un vase en cristal brisé qui pourrait être la clé de tout. Mais qui a vraiment tué Rafal Manclair? Était-ce Audrey, la femme trompée et humiliée? Mathias, le frère jaloux et déshérité? Léa, la maîtresse rejetée et manipulatrice? Nora, la mère meurtrie par la souffrance de son fils? Ou Julien, le fils instable et endetté? Et toi, d'après les indices, qui penses-tu être le coupable? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour la prochaine enquête, elle risque de te retourner le cerveau.